Bonjour les amis, c'est Starter, je suis ravi de vous retrouver pour parler de la nouvelle saison de Formule 1 2022. Ça y est, on va enfin rentrer dans le vif du sujet bientôt. Ça y est, les premiers Grands Prix arrivent à grands pas. Depuis le temps qu'on attendait ça, après une fin de saison 2021. Bon, on va pas revenir là-dessus. Non, dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est de parler du nouveau règlement avec quelques philosophies très intéressantes. On va aussi parler du format des week-ends qui évolue un petit peu. On va aussi évoquer le sprint, désolé. On parlera également du calendrier et puis surtout la mise en grille de cette nouvelle saison de championnat. Je vais y arriver. Et pour cela, je vous propose de commencer par ce qui nous attend depuis quand même l'année dernière. Oui, depuis l'année dernière parce que ça a été décalé. Putain de Covid. Je vais parler de ce nouveau règlement technique majeur de la Formule 1. C'est une nouvelle définition technique de la voiture. Regardez l'Alfa Romeo, c'est complètement différent des voitures qu'on a eues ces dernières années. C'est vraiment la grosse évolution depuis 2009 quand on a eu cette nouvelle interprétation technique. Depuis ce temps-là, malgré la mise à jour de 2017, on a eu quelques ailerons un peu plus élargis, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Bien sûr, l'objectif de ce nouveau règlement est de proposer des voitures avec le moins de perturbations aérodynamiques, avoir moins d'air sale qu'on entend depuis des années maintenant. Et surtout, le plus important aussi pour nos yeux, c'est avoir un dessin plus simplifié en termes d'appendice aérodynamique. Ça, déjà pour commencer, fini les barboards complexes avec tous les détails qui coûtent des milliers aux équipes. Ces barboards fini, supprimés, revenus dans leur plus simple appareil. Il faut dire que vraiment, ils se sont complexifiés ces dernières années. Ça, c'est terminé. Tout comme les ailerons avant. Ils sont encore là, les ailerons avant. Mais cette fois, ils sont revenus dans un dessin plus simplifié. Et surtout, avec des plans qui sont rattachés cette fois au nez de la voiture. Et non, qui ne sont plus maintenus avec... plus maintenus. Je me suis toujours demandé d'ailleurs comment ils arrivaient à être maintenus sur un seul et même plan avec pas grand chose. Je me demande comment ça pouvait être possible. Cette fois, tout est rattaché au nez, tant mieux. Puis surtout, ça donne un look plus intéressant et plus sympa à voir. Franchement, je sais pas vous, mais moi ces voitures, je les adore. Mais on va en parler d'ailleurs du look juste après. Autre détail intéressant dans ce nouveau règlement technique, c'est le grand retour de l'effet de sol. Cette technique utilisée dans les années 70 et 80 en Formule 1, qui était déjà utilisée à la fin des années 60, en Can-Am à l'époque. Mais ici, pas question d'utiliser des jupes autres artifices. Ici, ça sera tout simplement les tunnels Venturi qui partent du début des pontons, qui vont parcourir tout le dessous de la voiture pour finir au niveau des diffuseurs arrière. Et franchement, quand on voit ça, c'est vraiment la nouvelle philosophie qui attend le championnat. Faut dire aussi que depuis le temps qu'on nous le vend, ce règlement, depuis 2018, avec ses dessins futuristes, ses premières expérimentations en soufflerie, en CFD, avec les maquettes, la vraie maquette à l'échelle 1 qu'on en a vu l'année dernière à Silverstone, que les équipes nous ont aussi vendu, puisque les équipes disposent de leur propre maquette pour vendre cette nouvelle voiture. D'ailleurs, on a eu la crainte de voir que les voitures se ressemblent. Bien sûr, ce n'est pas le cas. On peut voir vraiment que les équipes ont bien étudié, bien détaillé ce règlement comme ils l'ont compris. On peut dire qu'ils ont très bien fouillé. Ils ont trouvé des zones grises. Ouais. Franchement, ils nous ont surpris. Puis ces voitures sont un régal à voir à l'œil. On sent que les équipes se sont régalées, qu'ils ont très bien exploité tout le règlement. Ils ont bien redéfini l'expression des ailerons avant, des ailerons arrière. Enfin, les ailerons arrière, il n'y a pas vraiment de grande différence. Ils ont aussi bien redéfini la forme des pontons. Là, franchement, que ça soit Mercedes qui les a supprimés, Red Bull qui les a rehaussés, Ferrari qui les a rendus carrés ou creusés.
Franchement, les équipes ont très bien travaillé et dessus, c'est un vrai régal. Après, il y a d'autres points du règlement. Si vous voulez pas les savoir, bah, vous pouvez passer, hein, c'est pas de souci. Mais c'est quand même intéressant de regarder un petit peu dans le détail. Déjà, c'est le poids des voitures qui augmente. Allez, toujours et encore, le poids des voitures qui augmente. Normalement, là, au 1er janvier 2022, on devait être à 795 kg minimum pour le poids des voitures. Et vu que des équipes n'ont pas su atteindre ou alors s'approcher de cette limite qu'ils ne veulent pas avoir pour, pour leur nouvelle monture, le poids minimum a été rehaussé de 3 kg. Donc du coup, on a des voitures qui doivent faire un minimum 798 kg sur la balance au minimum. Et rajoute à cela le pilote, le poids du carburant, et ben on va commencer un peu à s'approcher de la tonne. Hein. C'est pour faire une comparaison, une Alpine à 110 de route, ça fait à peu près 1100 kg sur la balance. Ce rajout du poids, bien sûr, bah, c'est dû au renforcement des éléments de sécurité qui entourent la cellule de survie. Il y a aussi la monte pneumatique qui a changé, on va l'évoquer après. Donc du coup, tout ça, ça ramène du poids. Et surtout, il faut dire que ça n'a pas cessé de monter, le poids de la voiture. Parce que déjà, depuis 2014, avec l'avènement du système hybride pour les moteurs, c'est presque 100 kg qui ont été gagnés pour les voitures. Et pour chercher encore plus loin, en 2006, avec l'arrivée des moteurs V8, c'est 200 kg de différence. Ça mange bien la cantine, hein, le régime, c'est pas pour tout de suite. Et il y a aussi quelque chose à voir dans ce règlement, et on voit vraiment que la philosophie a bien fait travailler les ménages des équipes. On voit aussi des philosophies différentes en ce qui concerne les trains avant avec les suspensions qui sont tout simplement réétudiées. Parce que si la plupart des équipes ont gardé des systèmes de suspension à pousseur, dit push rod, ça pousse, il y a des équipes qui ont décidé d'avoir des suspensions pull rod, c'est-à-dire attirant. C'est très différent, ce sont deux configurations qui ont leurs avantages et inconvénients. Je vais vous les expliquer. La suspension push rod, poussoir, c'est vraiment la suspension la plus classique qu'on a depuis ces dernières années et qui propose une meilleure stabilité pour la hauteur de caisse. Hein. La hauteur de caisse, c'est la hauteur de la voiture par rapport au sol. Ça permet d'avoir une rigidité de train qui est meilleure. Et surtout, les efforts générés par les suspensions sont moins importants. Ça permet aussi d'avoir des pièces de train plus légères, mais moins solides réciproquement. De toute façon, ça se voit. Hein. De toute façon, quand il y a un accident, quand les trains avant ils cassent, ça part en miettes, ces triangles. Il y a moins de pertes d'appui générées par l'effet de sol, car le fait d'avoir un train avant plus rigide permet de compenser, mais malgré tout, ça gêne quand même le flux aérodynamique pour l'entrée des pontons. Parce que vous voyez, vous avez tous les triangles de suspension qui sont là, et dès que vous avez ça en plein milieu, c'est un peu gênant. Hein, c'est vrai que le flux se sent un petit peu dérangé. Mais n'empêche, avoir ce système de suspension permet d'avoir également moins d'efforts sur les changements de direction de la voiture, c'est-à-dire on sent moins d'efforts dans le volant. En début de Grand Prix, ça ne dérange pas, mais alors je vous raconte pas, après, sur la fin, tout ça, ça devient un peu long. Et aussi, ça permet d'avoir moins d'efforts sur la géométrie de la voiture. La géométrie, c'est ce qui permet d'avoir votre voiture droit sur la route. Hein. Et c'est ce qui permet aussi d'éviter d'avoir des pneus un peu moins désaxés par rapport à l'autre. Si la plupart des équipes utilisent une suspension push rod, il y a d'autres équipes, dans le cas présent c'est McLaren et Red Bull, qui utilisent la suspension pull rod attirant. Ça permet de gagner en souplesse sur le train, bon, c'est tant mieux. Ça permet aussi d'avoir un meilleur bénéfice aérodynamique, hein, puisque cette fois, on a carrément, par rapport au triangle,
un dessin un peu plus conventionnel, qui ne dérange pas le flux aérodynamique. Et du coup, les pontons et le fond plat sont mieux nourris en air frais. Il y a aussi un avantage d'avoir ce système attirant, c'est tout le système de culbuteur d'amortisseur de suspension avant. C'est-à-dire que tout le culbuteur, qui représente déjà du poids par voiture, est redescendu. Ça veut dire que c'est un avantage pour le centre de gravité, parce qu'un centre de gravité d'une voiture, plus il est bas, mieux c'est pour la maniabilité. C'est peut-être l'avantage de l'avoir, mais l'inconvénient c'est aussi d'avoir des éléments plus lourds, parce qu'ils doivent être plus costauds, plus rigides, et donc c'est-à-dire une augmentation du poids qui est significative. C'est vrai que quand on regarde comme ça, on a deux conceptions différentes qui ont leur avantage et leur inconvénient, hein, comme je le disais. Mais bon, ça n'empêche pas ces voitures d'être victimes de porpoising ou en français de marsouinage. Et ouais, cette situation propre aux voitures à effet de sol, hein, qu'on voit rebondir à pleine vitesse en ligne droite. Et ouais, la raison à cela en fait, c'est quand la voiture roule à une grande vitesse, elle est aspirée sur la piste. Et la moindre perte aérodynamique en dessous fera remonter la voiture, donc la hauteur de caisse remonte, jusqu'à ce que l'effet de sol reprenne son activité normale. Donc ça c'est aspiré, ça décroche, ça remonte, ça raccroche, ça décroche, ça raccroche. Ainsi de suite. On peut voir que ces voitures n'arrêtent pas de rebondir. Bon, certains diront que c'est la puissance de la fonque. Mais voilà, bon, même si les équipes ont trouvé des combines pour limiter ce marsouinage, on voit encore qu'il est bien présent en ligne droite. Il faut garder vraiment en tête que ceux qui joueront avec les limites des réglages par la hauteur de caisse et de la géométrie de la voiture arriveront à limiter tous les effets du marsouinage. D'ailleurs, on peut voir que les équipes tentent déjà de rigidifier tout le fond plat. On voit des tiges qui ressortent derrière. Et c'est vrai que là, déjà, les fonds plats rigides, c'est en train d'être très étudié étroitement par la FIA, parce que si la rigidité n'est pas présente, ça peut poser problème déjà pour les équipes et surtout pour des questions de légalité. Ça serait dommage de perdre un Grand Prix parce que le fond plat, elle n'est pas assez rigide. Et on voit vraiment que toute cette philosophie, déjà du train avant et aussi du train arrière, hein, faut le dire qu'on a aussi du push-rod et du pull-rod sur les trains arrière, ça peut vraiment aider les équipes déjà à régler leurs problèmes de marsouinage et aussi peut-être à rigidifier leur fond plat. Autre nouveauté, et ça depuis le temps qu'on attend aussi, c'est l'introduction des pneus 18 pouces de Pirelli. Adieu les pneus 13 pouces qui équipent les voitures depuis plusieurs années. Place à une monture plus proche des voitures de série, qui est plus commun. C'est légèrement plus grand en taille de 60 mm. Hein. 6 cm. Ouais, il y a 6 cm de différence en taille. Et donc, légère augmentation du poids, encore une fois. Et bien sûr, les pneus sont toujours fournis par Pirelli, qui reste le manufacturier unique du championnat de Formule 1. A noter aussi qu'il y aura également un fournisseur unique pour les jantes avec l'allemand BBS. Et ouais, adieu aux Racing UNK pour les jantes. Place au monopole allemand. Ouais, il faut dire que les jantes sont devenues des pièces dites standards, parce que la Formule 1 s'est dit, hein, mais si on introduit les 18 pouces, qu'on introduit des jantes avec flasque, les équipes vont sûrement en abuser. Non. On rend ça standard, les mêmes jantes pour tout le monde, un seul et même fournisseur. C'est pas la peine de tricher. Tout le monde a la même enseigne, point barre. Mais bon, quand on regarde les jantes, on dirait que ça fait un petit peu jante tôle. Hein, c'est vrai que le dessin surprend un peu de voir des jantes remplies comme ça. Bon, ça peut être pas mal. Hein, puis c'est vrai que je parlais de flasque, parce que c'est vrai que pour des questions aérodynamiques, on voit qu'il y a aussi des nouveaux éléments. Pour des questions d'avoir un air moins sale, il a été étudié que les jantes retrouvent des flasques comme ça, parce que des flasques, ça a été déjà étudié
il y a quelques années, qui ont été bannis par la suite, hein, parce que va mettre ton pistolet, ah, il y a Hellfest qui est tout, j'arrive pas à viser le trou. Bon, là, c'est un peu plus accessible. C'est une nouvelle norme du règlement. Et d'ailleurs, quand j'évoquais que les jantes sont des pièces standardisées, ils font aussi partie d'un programme de limitation du coût, déjà qui a été instauré avec le budget capé. Hein. Et cette fois-ci, ça concerne plus d'éléments de la voiture. On a des pièces standards, donc là, les jantes, il y a aussi le halo qui est compris dedans, même si on voit les équipes intégrer une pièce ou deux pour des questions aérodynamiques. Mais le halo en lui-même est standard, il y a un seul et même fournisseur, c'est-à-dire que les équipes vont pas faire leur propre halo, ça sert à rien. Puis, vu que c'est un élément de sécurité majeur, c'est pas la peine. On a aussi des pièces dites réglementées qui répondent à un dessin, à un règlement précis, qui sont conçus par les équipes, hein, mais il y a un design défini, ils ne peuvent pas l'améliorer ou en faire ce qu'ils veulent. On a aussi des pièces transférables. Bon, ça, c'est des composants que les équipes peuvent vendre à d'autres équipes. Bon, la plupart du temps, ça, c'est pour les pièces mécaniques, hein, en ce qui concerne moteur, mode de vitesse, tout ça. La plupart du temps, c'est livré avec le moteur. On a aussi les pièces open source. Si vous connaissez un peu l'open source dans l'informatique, tout ça, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Hein. C'est des composants que les équipes peuvent partager. Ça peut être, la gourde, la radio, le volant, ça peut être tout, n'importe quoi. Et d'ailleurs, je pense que sur ce dernier point, on pourrait peut-être avoir des surprises parce que la gourde, ou je sais pas, l'aileron arrière en open source, pourquoi pas. Mais si jamais il y a une équipe qui trouve une faille, je ne sais où, dans le règlement, je peux vous dire que tout le monde la voudra, même si elle est jugée légale par la FIA. Enfin bon, ça m'étonnerait que des équipes aillent trouver une faille dans cet endroit, mais bon, ça peut être très intéressant. Ça, c'était pour le règlement technique. Je vous propose de parler du format de week-end qui connaît quelques évolutions. Déjà, on a eu l'officialisation des horaires pendant le mois de février. Ce sont des horaires par défaut, quels que soient les essais, les qualifications ou les Grands Prix, hein, quel que soit où ils vont rouler par rapport à l'Europe, et c'est de jour, de nuit, tout ça. Voilà, il pourra y avoir quelques aménagements. Avec d'abord toute la journée du jeudi qui est libérée pour les équipes et les pilotes. Pas de vérification technique, pas de conférence de presse. Ça, c'est un gros avantage pour les équipes, surtout avec un gros calendrier qui arrive. Le calendrier, on en parle juste après. Tout ça se fera le vendredi matin avant les essais libres. D'ailleurs, il faut noter quelque chose. Les vérifications techniques vont s'ouvrir aux concurrents. C'est ce qui se fait un peu dans des catégories américaines comme la NASCAR, tout ça. C'est-à-dire que les équipes pourront reluquer un peu les monoplaces des autres équipes, discuter un petit peu, tout cela bien sûr sous étroite surveillance de la FIA, bien sûr. Je peux vous dire que ça peut être folklorique. D'ailleurs, si ça c'est fait avant les essais libres, il y aura aussi ça après les qualifications. Et d'ailleurs, de ce que j'ai compris, on pourrait peut-être avoir de la diffusion télé sur Canal ou l'RTBF, j'en sais rien. Sur F1 TV, c'est sûr. Et peut-être sur YouTube, on n'y est pas encore. Mais voilà, tout le monde peut avoir... dis donc, ils ont sorti ça, vous croyez que c'est possible et tout. Et d'ailleurs, pour donner un très bon exemple, quand on voit que Mercedes a sorti des pontons inexistants, il faut dire que ça a été étudié étroitement avec la FIA, puisque toutes les études des équipes sont étudiées avec la FIA pour savoir si oui ou non c'est légal, sécuritaire, tout ça. C'est très important et peut-être qu'on pourrait voir des choses qui n'ont pas été vues par les FIA, que les équipes ont dit comme ça, bon, allez, ça passe. Ça peut être intéressant. Pour le format des week-ends, ça par contre, ça nous intéresse. Les essais libres, donc, ça a toujours lieu le vendredi, mais ils sont repoussés au tout début de l'après-midi. Ils commenceront principalement à 14h pour la première séance, en heure locale, hein, et à 17h pour la deuxième séance. On va se rapprocher des conditions de ce qui peut être du Grand Prix, du fin de Grand Prix, tout ça, avec ces horaires. Et bien sûr, à 17h, dis donc, ça roule tard, je vous raconte pas s'il pleut, hein. On a aussi la journée du samedi qui se voit repousser
d'1 heure avec la 3e séance d'essai qui, elle, est repoussée vers 13 heures. Et comme il faut réglementairement 2 heures entre la fin de la dernière séance d'essai et les qualifications, eh bien, les qualifications commenceront à l'heure du goûter, à 16 heures. Et ouais, plus tard que ça, tu peux pas mieux. A noter que comme en 2021, toutes les séances d'essai vont se dérouler pendant 1 heure. Pas de temps supplémentaire en piste pour les équipes, comme on a pu le voir ces dernières années. Hein. D'ailleurs, on a pu voir que les essais hivernaux de Barcelone et de Bahreïn sont aussi limités. Hein. On n'ira pas plus loin. Il n'y a pas de grand changement non plus pour les horaires de Grand Prix qui restent toujours à 15 heures pour la plupart. Bien sûr, on a toujours de l'adaptation pour des courses nocturnes ou alors d'autres courses qui pourraient commencer, si je prends le Grand Prix de France, qui pourrait commencer à 16 heures. Non, pardon, le Grand Prix de Grande-Bretagne qui commence à 16 heures chez nous en France. Vous voyez, c'est... Il y a quelques adaptations sur les Grands Prix, tout ça. Et aussi, un autre détail à noter, c'est la direction de course. Vous avez pu voir que Michael Masi, voilà, il a été écarté officiellement de la direction de course de la FIA. Cette année, on aura 2 directeurs de course. Je ne sais pas s'ils seront en simultané ou s'ils tourneront chacun à leur tour. Enfin, chacun à leur tour, je pense que ça serait l'idée la plus probable. Puisque nous avons Nils Wedich qui nous vient du DTM, le directeur de course DTM. Et surtout, Eduardo Freitas qui nous vient du championnat du monde d'endurance, le FIA WEC, LMS, ALMS. Monsieur Track Limit. Ah ouais, si vous ne connaissez pas Eduardo Freitas, c'est quelqu'un qui est vraiment carré sur les limites de piste. Là, je peux vous dire que les pilotes sont mal barrés. Il faut dire aussi que ces directeurs de course seront aidés par la VAR. Oui, la VAR, comme on peut voir dans le foot, hein, ici ça sera une VAR typée FIA qui sera étudiée avec plusieurs commissaires en externe des circuits, qui sera gérée par la FIA. Je ne sais pas comment ça sera mis en place, tout ce système, mais il y aura plus qu'à attendre que du concret, quoi. Ça, c'est pour le changement dans la direction des courses. On va aussi parler, ça a été intégré l'année dernière dans une phase de test. Et le test n'a pas été très concluant, donc on repart, hein, puisque les courses sprint sont de retour. Et ouais, enfin, ils sont de retour, ils sont pas fait revenir, hein, on va être franc. Normalement, on devait avoir 6 courses sprint pour cette saison 2022. D'ailleurs, ça devait commencer là, des Bahreïn. Eh bien, c'est finalement 3 rendez-vous que nous retrouverons en 2022 avec 2 petites évolutions. Les circuits qui vont accueillir le sprint seront dans l'ordre d'apparition Imola pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne, Spielberg pour le Grand Prix d'Autriche et Interlagos pour le Grand Prix du Brésil. Le circuit italien devra être intéressant en termes de dépassement puisqu'on est un circuit à l'ancienne, assez étroit, tout comme le Red Bull Ring qui est un circuit très rapide et très large. Du côté d'Interlagos, on a déjà eu un avant-goût en 2021 dans un scénario mélodramatique avec pénalité, moteur, énorme remontada de ses morts. Mais bon, c'est quand même 3 circuits au caractère qui sont rapides, qui restent techniques et surtout qui vont donner raison trop facilement à Liberty Media et surtout à Ross Brawn. Ils ont pris aucun risque de proposer par exemple Singapour, le Castellet, Zandvoort. Par exemple, ça part déjà très mal pour ce sprint en 2022, ça promet. Et puis, pour pas arranger la chose, vous allez comprendre, le format du week-end, lui, ne change pas. On a toujours les essais et les qualifications le vendredi, les essais et le sprint le samedi, pardon. Et puis, le Grand Prix le samedi, il n'y a pas de changement. À noter d'ailleurs que la qualification classique va déterminer cette fois-ci le poleman et non l'homme le plus rapide de la séance, puisque, souvenez-vous, l'année dernière, le poleman du Grand Prix était déterminé par le résultat de la course sprint du samedi. Et ça, c'était un détail qui ennuyait tous les spécialistes de chiffres
et qui semble être résolu, du moins en apparence, vous allez comprendre. La course sprint en elle-même aura toujours une durée de 30 minutes maximum, soit un tiers du Grand Prix, avec cette fois un nouveau barème de points pour les 8 premiers. C'est-à-dire que le premier va marquer 8 points, le deuxième va marquer 7, le troisième 6, et ainsi de suite, jusqu'au huitième qui va marquer 1 point. En gros, on a une différence de 2 points pour les 8 premiers. Se sont pas foulés là-dessus. Et puis, franchement, il faut parler d'un point noir. D'un point noir de cette modification qui va rester. En fait, le résultat du sprint déterminera toujours la grille du départ du Grand Prix du dimanche. Et ouais, le vainqueur d'une course partira en tête sur la grille pour le Grand Prix. On pensait qu'ils ne pouvaient pas faire pire l'an passé avec ce concept. Bah, ils ont réussi. Autant le dire, ce nouveau format comme le sien, c'est un échec. Voilà. C'est-à-dire que le poleman officiellement du vendredi ne sera pas le poleman du dimanche. C'est-à-dire que la course sprint sera toujours déterminant pour le Grand Prix. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et moi, je vais pas vous mentir, ces courses sprint, j'en attends rien, surtout à Imola où c'est bien sûr, il faut prendre des risques bien sûr pour en dépasser, puisque vu l'étroitesse de la piste. Non mais puis, je vous le dis, c'est une éphémère faire cette modification. Enfin bon, que voulez-vous? On aura toujours un pour dire que le sprint c'est génial, que c'est épique. Mon deuil. Il est temps de parler de calendrier, vous le connaissez, le voici qui s'affiche. Pour les faire pause pour voir les détails, on commence dès ce week-end à Bahreïn pour le Grand Prix, suivi de Jeddah pour l'Arabie Saoudite, on ira en Australie puis en Émilie-Romagne, on fera un détour par Miami puis l'Espagne, Monaco, l'Azerbaïdjan, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la France. On ira ensuite en Hongrie et juste après ça sera la pause estivale pour repartir en Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, Singapour, Japon, les États-Unis, Mexique, Brésil et Abu Dhabi. 22 Grands Prix, 23 théoriques, mais ça on va parler juste après. C'est le calendrier le plus fourni de l'histoire de la Formule 1 depuis 1950. Et puis surtout, c'est le plus mal foutu géographiquement. Ah franchement, on va pas se mentir, c'est un bordel son nom. Déjà, passer d'Imola à Miami et puis Barcelone, même avec des dates bien décalées, c'est franchement mal foutu. Franchement, c'est pas possible. Et puis surtout, quand on voit que Bakou et Montréal qui se suivent en même pas l'espace de 2 semaines, bonjour la course au fret, c'est vraiment du n'importe quoi. D'ailleurs, pour les essais hivernaux des Bahreïn, on a eu As qui a eu un problème de fret. L'année dernière, on a eu un problème de fret entre le Mexique et le Brésil, pour rappel. Comme quoi, ils ont pas compris. Mais déjà, quand je vois ces dates, c'est vraiment improbable de se dire, tiens, on est en Europe, on va partir en Amérique, on va revenir en Europe, on reste un petit peu, on repart après, un peu du côté de la région ottomane, puis après repartir à l'autre bout. Non mais, s'il vous plaît, arrêtez. Pour un championnat qui veut essayer de réduire ses émissions de CO2, c'est raté. Après, il y a d'autres détails qui choquent. Par exemple, le Grand Prix de France fin juillet au Castellet, un circuit qui est déjà un peu compliqué au niveau accessibilité. Puis surtout, du côté de Marseille, Toulon, pour y aller à cette saison, autant appeler Michel Drucker qui vous dépose en hélicoptère. On gagnera du temps. Bon, de toute façon, on va pas se mentir, la position du Grand Prix de France, ça l'aide pas du tout. C'est peut-être le dernier Grand Prix de France qu'on a cette année. Et puis aussi, il y a des tripleders. Ça, bien sûr, c'est notre hantise. 3 Grands Prix de chaque. 3 Grands Prix à la suite en 3 semaines. Enfin, on a des tripleders, on en a 2 théoriques, puisque vous avez pu voir une place de libre, puisque le Grand Prix de Russie est officiellement dégagé. Et apparemment, et pour être remplacé, peut-être à cette même date, ça va être un épisode à suivre dans les mois à venir. S'ils arrivent à remplacer avec, je sais pas, il y a peut-être un Malaisie qui est pas loin, on va dire que ça pourrait faire un peu plus local par rapport à Singapour et au Japon.
Et puis c'est ce Grand Prix du Brésil et d'Abu Dhabi qui se suivent comme ça à 2 semaines d'affilée. Et je vous parlais du Grand Prix du Brésil et du Mexique de l'année dernière. Hein. Dites-vous une chose, que c'était aussi le même problème entre le Brésil et le Qatar en 2021. Bon, on va dire que question calendrier, franchement, c'est... Bon, déjà, les triple headers, c'est encore une sécurité pour la Formule 1 en raison, une nouvelle fois, de l'évolution épidémique. Hein. On peut aussi avoir des annulations qui peuvent tomber, hein, pour n'importe quelle raison, que ce soit pour des raisons de crise sanitaire, géopolitique, ainsi de suite. Mais bon, on sait que Liberté Média trouveront une excuse pour expliquer pourquoi ils enchaînent 3 courses plusieurs fois à l'année. Et même si on n'a que 2 triple headers pour le moment, on voudrait vraiment s'en passer. Hein. Et puis comme vous pouvez le voir, hein, on n'est pas prêt d'avoir une très bonne régionalisation du calendrier. Que voulez-vous que je vous dise? Enfin, une bonne régionalisation, ouais, sur la deuxième partie de saison c'est bien, mais alors la première, c'est ni fait ni à faire. Et bien sûr, le calendrier 2022, on en a parlé dans une vidéo, je vous invite à aller la voir. En plus, on parle du calendrier de Formule 2, Formule 3 et Porsche Super Cup. Hein. Comme ça, si vous voulez en avoir plus. Et puis, il est temps de parler des équipes, des pilotes. Et bien, on commence maintenant avec l'équipe semi-championne du monde. Pourquoi semi-championne? Vous allez comprendre. Et oui, je parle de Red Bull semi-championne avec Max Verstappen, Sergio Perez, le champion du monde 2021 qui remet son titre en jeu. D'ailleurs, il n'aura plus le 33 sur la voiture, il aura le 1 du champion du monde. C'est pour ça qu'il s'est battu depuis des années. Red Bull qui arrive avec une RB18 totalement impressionnante, un petit peu moins radicale maintenant, et surtout, le plus intéressant, avec son propre moteur dérivé du moteur Honda, le Red Bull Powertrain, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. L'équipe est vraiment dans sa plus grande forme, hein, on va pas se mentir. En plus, avec 2 pilotes qui sont maintenant au rendez-vous par rapport à ce qu'on a connu auparavant, malheureusement. Ce sont vraiment les favoris, la voiture est vraiment agressive, on a vraiment des pilotes de pointe comme je vous dis. Et puis surtout, on a Max Verstappen qui est vraiment très attaquant, qui veut vraiment aller titiller encore une fois la concurrence, qui est très agressif. On a aussi un Sergio Perez qui est solide, qui est vraiment au rendez-vous, qui peut vraiment aider. Et qui franchement pourrait être aussi plus soutenu dans ses stratégies agressives. Hein. On sait de ce qu'il fait chez Force India Racing Point. Mais bon, on a quand même quelques interrogations. Est-ce que le moteur maison, est-ce qu'il va être performant tout au long de l'année, hein? Parce que même si Red Bull se lance dans ce défi de faire son moteur, qu'il a le soutien plus ou moins de Honda, ça va être intéressant à suivre. Est-ce que Verstappen sera solide avec son statut de champion du monde? Est-ce que cette fois il a appris de ses erreurs? Et puis surtout, un autre inconvénient, c'est avoir Perez en qualification. Bon, Perez, c'est pas un homme du samedi, on va pas se mentir, mais par contre, en Grand Prix, c'est un avantage. Mais franchement, Red Bull peut être très bien placé pour cette nouvelle saison. Ça va être à suivre. Par rapport à l'autre équipe qui est aussi semi-championne. Oui, parce que eux, par contre, ils sont champions du monde constructeurs. D'ailleurs, on va parler de... oui, je vais parler de Mercedes avec Lewis Hamilton et George Russell, avec Valtteri. Et ouais, c'est un nouveau coéquipier pour Lewis Hamilton, pour le substitut champion du monde. 2 Anglais dans la même équipe, hein, South British, déjà avec une F1 W13 totalement incroyable. Elle était déjà assez technique au tout début à Barcelone. Bien là, elle est totalement radicale avec ses pontons totalement supprimés. On voit qu'à Brackley, on ne ménage pas les ingénieurs. Hein. Franchement, ils ont soif de revanche chez Mercedes. Ah oui, ils veulent vraiment aller récupérer, nettoyer cet affront qu'ils ont eu en fin d'année dernière. On a vraiment un Lewis Hamilton qui est remonté, qui s'est dit je m'écarte pour mieux me ressourcer pour réattaquer. On a surtout, comme je vous l'ai dit, champion du monde, une équipe championne du monde en titre.
On a un nouveau duo avec un George Russell qui, déjà, le temps d'un one-shot en 2020 pour le Grand Prix de Sakir, nous a vraiment époustouflé. D'ailleurs, on a peur qu'on ait vraiment une guerre interne entre pilotes qu'on a pu voir avec Hamilton et Rosberg dans le passé. On peut aussi se demander si Hamilton n'est pas fragilisé de ce qui s'est passé. Et surtout, les attentes de Russell chez Mercedes, ça va être très haut. Il faut dire que le jeune anglais vient des 3 années chez les Williams qui sont montés peut-être crescendo. Mais les attentes à Brackley vont être énormes par rapport à un Grove. Ça va être à surveiller. Et puis franchement, je pense que Mercedes ne va pas faire semblant dans les Grands Prix. On voit vraiment qu'ils sont encore à l'étude sur leur voiture. Ça va parler. Ça va parler. D'ailleurs, comme les outsiders qui arrivent tout de suite, on passe maintenant à eux. Je veux parler de Ferrari qui arrive avec Charles Leclerc et Carlos Sainz. Le duo le plus jeune de l'équipe, encore une fois, de la Scuderia, avec une F1 75 qui semble être bien née, avec un duo qui est totalement performant, je cherche mes mots, pardon, et surtout dans la jeunesse, on voit que c'est un duo qui a quand même bien performé, un pilote qui prend le dessus sur l'autre de temps en temps sur les courses. Mais voilà, on pense que Ferrari est vraiment au niveau de la concurrence depuis le temps. Ça fait 2 ans de galère qu'ils ont eu. Cette fois, ils ont à cœur de revenir au devant du peloton. Ils ont raison. En plus, on voit que la voiture est très bien née, qu'elle fonctionne très bien, Franchement, Ferrari, j'ai bien envie de les mettre dans mes favoris pour cette saison. Mais est-ce que l'équipe et la direction ira cette fois dans le bon chemin et pas dans le mauvais comme on a pu voir? Est-ce qu'elle va surtout arrêter de se trouver des excuses? Puis surtout, est-ce qu'il n'y aura pas une guerre interne entre les pilotes comme pourrait l'avoir Mercedes? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas trop d'attentes de la part de la Scuderia? On va pas se mentir, hein. On en attend beaucoup et on espère qu'ils vont pas tomber dans leur travers. On espère, et puis... Allez, quoi, Ferrari fête ses 75 ans. Allez, Ferrari, quoi. Ça va être à suivre. Comme pour l'équipe suivante qui arrive, je veux parler de McLaren avec Lando Norris et Daniel Ricciardo. C'est une nouvelle philosophie dans l'équipe, encore une fois, avec cette MCL 36, hein, avec une nouvelle philosophie de train avant. On en a parlé. On a des pilotes performants quand même. On l'a bien vu l'année dernière avec un Lando Norris qui est en train de gagner en performance. On a aussi un Daniel Ricciardo qui, malgré son expérience, a peut-être galéré l'année dernière, mais qui a faim de revanche, de reconquête, qui veut revenir sur le devant de la scène. Ils ont vraiment envie, puis on peut voir que cette voiture est quand même, qui est quand même bien née, qui pose quand même question sur certains détails. Ils ont vraiment à cœur de revenir aussi, de faire encore mieux que l'année dernière. Puis surtout, on peut se demander si Daniel Ricciardo peut se relancer. Bon, déjà, il n'a pas roulé pour ces 3 jours à Bahreïn, putain de Covid. Mais voilà, il ne veut pas se laisser damer le pion par Lando Norris. Et puis surtout, cette fois, il a pu revoir ses proches, ce qui lui manquait beaucoup l'année dernière. Il veut vraiment revenir au plus haut de son sommet. On n'attend que ça. Et puis surtout, on a Lando Norris qui veut vraiment aller encore plus haut dans sa progression. Mais on espère qu'il ne manquera pas d'expérience pour les attentes qu'il a. Et là, vous voyez, là, je vous parle de 4 équipes qui, franchement, peuvent faire quelque chose cette année. Ils pouvaient déjà le faire ils l'ont déjà fait l'année dernière, hein, mais je pense qu'ils peuvent faire encore plus cette année. Ça va être à suivre. On passe à une autre équipe qui nous attend. On va parler maintenant avec Alpine, avec toujours le même duo. Ça change, Fernando Alonso, Esteban Ocon, avec une Alpine A552 révolutionnaire. Enfin, révolutionnaire. Peut-être pas dans la déco, faut pas déconner, hein. Mais si, elle est bien avec ce rose. Faut pas dire du mal, elle est bien. Enfin bon, la toute rose, hein, ça fait quand même Racing Point, hein, on va pas se mentir. Enfin, Alpine qui veut revenir encore plus haut après une année de découverte, hein, malgré la victoire d'Esteban Ocon en Hongrie l'année dernière, puisqu'on a une nouvelle philosophie dans l'équipe, hein. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées. On voit vraiment que l'équipe
veut vraiment aller au plus haut. Au plus haut. En plus, on a un Alonso qui est au top de sa forme, avec ce duo solide. Hein. Cette fois, on a 2 vainqueurs du Grand Prix. Et en plus, la voiture bleu et rose. Hein. Mais si, qu'elle est bien. Mais bon, on va pas se mentir, il y a quand même des inconvénients pour Alpine. Hein. Est-ce que L-Plan peut fonctionner comme il faut? Il faut se dire aussi qu'il y a une nouvelle philosophie de moteur qui a plus de puissance, mais dont la fiabilité peut être questionnée. Hein. On a vu une caisse de moteur à Barcelone. Il faut aussi se poser un peu des questions sur l'avenir d'Alonso, parce que, bon, Fernando, malheureusement, c'est pas l'avenir de l'équipe, mais il peut l'aider à progresser. Est-ce que aussi, est-ce que Ocon peut confirmer aussi son statut de vainqueur de Grand Prix qu'on ne pourra pas lui enlever maintenant? Est-ce qu'il peut être solide pour la suite, être le leader de l'équipe? Et puis bien sûr, je parlais du moteur. Est-ce que la fiabilité sera au rendez-vous? On espère que oui. Et surtout, il faut rappeler que Renault est le seul motoriste pour Alpine. Hein, il se motorise même, hein, c'est que de l'interne. On espère que Alpine sera au plus haut, que cette fois, Alpine ne l'ont pas vendu pour rien. Ça sera à suivre. On va passer à la petite Scuderia avec AlphaTauri, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. C'est une équipe qui grandit au fur et à mesure, surtout avec une AT03 qui est assez aboutie, qui a aussi le moteur Red Bull avec elle. Hein. Ça serait déconnant quand même d'avoir un autre moteur. Et puis surtout, l'avantage de cette équipe, ils ont un Pierre Gasly qui est au plus haut de sa forme, qui peut-être est trop haut de sa forme pour AlphaTauri. Peut-être qu'il pourra les miser ailleurs encore mieux comme équipe, hein, on va pas se mentir. On a peut-être aussi un Yuki Tsunoda qui veut progresser, qui s'est repris en main très sérieusement, comme il l'a expliqué. Il s'est repris, d'ailleurs on l'a vu en fin de saison l'année dernière, il faut qu'il reprenne... qui commence à revenir au plus haut de sa forme. Il est peut-être inutilement sous pression. Hein, c'est peut-être que l'on lui demande trop gratuitement pour rien. Mais voilà, je pense que AlphaTauri a un très bon duo qui peuvent encore progresser. Et comme je vous dis, avec un Pierre Gasly qui est au plus haut de sa forme et peut-être un Tsunoda qui peut vraiment reprendre en considération son expérience, ça peut être intéressant. Ça peut être pas mal à suivre. On espère vraiment que l'équipe nous promette de belles surprises. On continue dans ce plateau avec Aston Martin, avec Lance Stroll et Sébastien Vettel, avec une AMR 22 maison cette fois. Ce n'est plus les bases des anciennes Mercedes de 2019 ou de 2020. Cette fois, c'est une vraie voiture créée maison de l'équipe de Silverstone, déjà avec une nouvelle équipe restructurée, avec surtout un nouvel envol, de nouvelles ambitions, surtout à Sébastien Vettel, très impliqué maintenant, qui a aussi son expérience, hein, on va pas se mentir. On va essayer de voir si cette équipe peut vraiment nous vendre le rêve qu'ils nous font depuis des années maintenant. Ça serait génial de voir cette équipe Aston Martin au plus haut de sa forme. Et puis surtout, quel est son niveau? Parce qu'on va pas se mentir, on a peut-être un Vettel qui a son expérience, mais qui fait de temps en temps des erreurs stupides. Hein, un Vettel spin. Malheureusement, il faut le dire. Et puis surtout, il y a le statut de Lance Stroll, hein, son statut au sein de l'équipe. Ça aussi, c'est à mettre en question. Qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter? Je dis pas que Stroll est un mauvais pilote, on voit qu'il progresse, mais quel bilan on va pouvoir retenir de la saison qui arrive pour lui? Ça va être intéressant à suivre à ce niveau. Mais on voit quand même que Aston Martin a une bonne voiture qui est assez étudiée. D'ailleurs, en plus, on voit qu'il y a l'esprit Aston, quand on voit le design de l'avant qui reprend un petit peu la forme de la calandre des voitures de route. Ça va être à suivre. On passe cette fois à Williams avec la FW44 qui est aussi intéressante techniquement avec Nicolas Latifi et Alex Albon, lui aussi fait son retour. Avec une voiture qui est déjà très intéressante, qui a surtout un meilleur soutien de Mercedes, qui a aussi du nouveau capital, hein. Faut pas se mentir. Et peut-être que cette fois, Williams va peut-être aller un peu plus en avant avec ce nouveau règlement. Enfin,
Ils disent non parce que malheureusement, ils sont limités à cause du budget. Mais bon, on va pas se mentir, s'ils peuvent aller de l'avant, ils vont pas aller de l'avant, là où ils étaient à une certaine époque. Non, peut-être d'aller de l'avant, remonter un peu plus haut dans la hiérarchie. Parce qu'on va pas se mentir, peut-être qu'il y a de nouvelles ambitions chez Williams, mais est-ce que Nicolas Latifi peut avoir un très bon rôle de leader au sein de l'équipe maintenant que George Russell n'est plus là, puis il a encore malheureusement ce statut de pilote pillant. Et on a aussi Alex Albon qui revient, même s'il revient du GT3 en DTM, avec le soutien de Red Bull, il a toujours le soutien de Red Bull. Est-ce qu'il peut se reprendre au niveau de la Formule 1 ça va être quelque chose qui va être aussi à voir. Je pense que oui, hein, Albon n'est pas un mauvais pilote, ça a été toujours quelqu'un d'assez intéressant, il a été très bon en GP2 Formule 2, il a eu sa chance. C'est Red Bull a été d'ailleurs injustement écarté, hein, on va pas se mentir, ils auraient pu le remplacer dans une autre équipe, non, il a été dégagé comme ça au dernier moment. C'est salaud, donc je pense que ça peut le travailler psychologiquement, mais je pense qu'Albon peut revenir au plus haut et on espère pour lui et peut-être prendre le leadership sur Latifi chez Williams. Mais voilà, on va peut-être avoir une bataille interne dans l'équipe de Grove. Et on espère que Williams va redevenir la Williams qu'on a connue avant. Ça serait génial. On passe à une autre équipe, Alfa Romeo avec la C42 et de nouveaux pilotes, Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou. J'espère que je prononce bien. C'est un nouveau duo pilote pour l'équipe suisse, enfin italo-suisse. L'équipe Sauber, hein, comme toujours. C'est surtout avec un nouveau duo, une nouvelle expérience de Valtteri Bottas qui sort de ses plusieurs années de Mercedes, cette fois dans une nouvelle équipe, une nouvelle ambiance qui retrouve Frédéric Vasseur qu'il a croisé à l'époque du GT3 de Han Grand Prix. Et d'ailleurs, est-ce que le Finlandais sera dans le coup, hein, on espère pour lui parce que il a été peut-être l'ombre de Lewis Hamilton, mais quand même, voilà, Bottas, c'est pas un manche, hein, faut pas se mentir. Il a quand même un certain coup de volant, il a quand même une expérience, même si on n'a pas été tendre avec lui ces dernières années. Mais voilà, je pense que peut-être que l'arrivée chez Alfa Romeo va lui donner un coup de boost et cette fois, arriver en leader, peut-être que ça va lui donner le déclic qu'il attend depuis longtemps. Il y a aussi d'autres attentes sur Guan Yu Zhou, hein, c'est officiellement le premier pilote chinois titulaire en Formule 1. Il y en a eu d'autres avant, mais bon, c'était plus du troisième pilote. Là, cette fois, on a un vrai pilote chinois sur la grille de Formule 1. Mais on va pas se mentir, il n'a pas montré beaucoup de choses dans les formules de promotion. On verra si il peut vraiment avoir aussi un déclic en Formule 1. On n'attend qu'une chose, bien sûr, de Alfa Romeo, qui progresse également. C'est vrai que je dis que là, sur certaines équipes, que des équipes progressent, mais qui progressent comme ils peuvent. Et surtout d'Alfa Romeo, on espère vraiment qu'ils vont se ressaisir, parce qu'on va pas se mentir, hein, l'équipe est pas dans le plus grand de sa forme, et puis surtout, la marque est dans un avenir assez sombre pour l'avenir. Enfin, on verra ce que ça donne pour Alfa Romeo. Et puis on va passer à la dernière équipe. Je veux parler de Haas avec Mick Schumacher. Et qu'est-ce qu'il fout là, Magnussen? Il est revenu, lui. Et oui, Kevin Magnussen revenu en Formule 1. C'est peut-être le seul avantage que je peux trouver pour Haas. Et je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'il fout ici, Kevin? Oui, je sais, il est revenu, il a de l'expérience. Il sort d'une superbe année en endurance avec le chip initié en IMSA. Il devait partir chez Peugeot en FIA WEC. Mais non, il est revenu chez Haas. Enfin, je vais pas vous mentir, je vous le dis, j'ai du mal à comprendre son retour. C'est peut-être pas un grand mal pour lui. C'est vrai qu'il a une expérience. Peut-être que Haas a aussi besoin d'expérience, comme il l'a expliqué. Mais personnellement, bon, voilà, j'aurais voulu voir un Pietro Fittipaldi. Parce que, voilà, je l'ai pas trouvé ridicule quand il a fait son intérim fin 2020. J'aurais préféré le voir, mais bon, c'est pas grave, voilà. C'est le choix de Haas. D'ailleurs, je sais pas si ça sera la dernière année de Haas en Formule 1, parce que c'est une équipe qui galère.
On a pu voir d'ailleurs que il y a eu quelques débats sur ses sponsors, l'ancien pilote qui a été viré, hein, et on va pas revenir dessus, mais surtout, est-ce que le duo Schumacher-Magnussen peut fonctionner? D'ailleurs, pour l'histoire, les pères n'ont jamais été coéquipiers en Formule 1, hein, mais est-ce que les fils peuvent donner vraiment de l'attente pour Haas? Est-ce que surtout Haas peut progresser avec ce duo? Je vais pas vous mentir, je vois pas vraiment d'avantage pour Haas. Mais bon, j'espère qu'ils pourront progresser avec ce nouveau règlement et peut-être avoir une meilleure ambition. Surtout que maintenant, ils ont une équipe technique qui est vraiment issue du Ferrari. Ça va être quelque chose à surveiller. On espère que Haas ne va pas rester collé au fond de grille et peut-être aller un petit peu progresser dans la hiérarchie. Ça va être à voir. Voilà pour la présentation des équipes du plateau. Et pour finir, je voudrais un petit peu vous parler des débriefings parce que ça n'arrête pas bien sûr. Sinon, on serait pas là. Hein. C'est pour ça qu'on me paye. Oui, pareil. Hein. Eh bien, on reviendra pour les débriefings sur le plus grand nombre possible des Grands Prix qui auront lieu. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'on fera tous les Grands Prix qui auront lieu cette année. Hein. Déjà, Grand Prix de Miami, vous pouvez faire une croix dessus. Hein. Je pourrais pas le faire. Hein. Et j'irai me faire cuire le cul avec David Coulthard hein, au soleil. Donc voilà. Les vidéos du débriefing sortiront le mardi à midi. Hein. Du moins, je pourrais parce que terminer les débriefings le lundi. Enfin, peut-être que je pourrais me donner un petit air comme ça avec des grands prix qui auront lieu le dimanche de bonne heure. Mais sinon, ça sera le mardi midi sur la chaîne YouTube Starter. Comme ça, pour moi, ça me permet d'avoir un meilleur recul sur les Grands Prix. Pas de reprendre certaines choses qui peuvent hésiter après le Grand Prix, qui peuvent tomber à du 22h, 23h après la course. Non, c'est bon, arrêtez vos conneries. Et surtout, ça me permet d'avoir la possibilité de vous proposer du contenu mieux écrit, mieux travaillé. Enfin, surtout pour moi, et ça me permet aussi de me reposer parce que après le Grand Prix, travail, tout ça. Bref, je vous parle un peu de ce que je fais en cuisine. Mais voilà, je vais quand même vous proposer du contenu un peu plus mieux écrit, voilà. Chercher un autre mot, mais c'est pas grave, d'ailleurs. Et puis surtout, comme je vous le dis, je m'autorise pas à sortir des vidéos peut-être le lundi pour le Grand Prix d'Australie, par exemple. Mais vous serez toujours prévenus sur le compte Twitter de Starter. Hein, d'ailleurs, on reprend si on peut les petites vidéos de présentation des grands prix avec les datas, les palmarès, surtout les horaires. Vous saurez tout en vidéo sur le compte Twitter de Starter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, même à la chaîne YouTube. Hein. Ne vous gênez pas. Puis surtout, je peux vous souhaiter qu'une très bonne saison 2022 de Formule 1, en espérant que cette fois, on aura du très bon spectacle, qu'on aura de très belles courses, de nouveaux vainqueurs de Grand Prix, de belles batailles en piste. J'espère que cette fois, ils se sont pas trompés sur ce règlement. Franchement, Aléa Jacta Est, le sort en est janté. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la commenter, à partager, à donner vos favoris pour la saison. On se dit à très vite. Merci, bravo. À bientôt.